À l'occasion de Hanouka, les chemins d'Israël sont partis à la rencontre des Maccabim, à l'endroit même où cela s'est passé. הלכתי לאיבוד בפרדסים של גן עדן, לבדי עם המקל, התרמיל והשעון, המון תקווה ושפע נחישות מתלוות אליי בדרך הקסומה הזאת. Mathias Lévy, bonjour. Bonjour Olivier. Alors on se trouve ici pour raconter l'histoire des Maccabim. On commence par le Kfar Hashmonaïm. Alors c'est quoi d'abord ce village? Alors ce village en fait c'est une reconstitution du village des Maccabim, le village de Modi'in, dans le Moshav de Shilat. Donc c'est vraiment la région où se tenait ce village. Et donc on a une reconstitution qui est faite en fait surtout pour les enfants pour pouvoir retrouver un peu l'ambiance qu'il y avait dans ces villages il y a 2000 ans. Ici? Oui, il y a des activités. On peut produire de l'huile d'olive, produire du vin, frapper des pièces de monnaie, toutes les activités qui étaient faites à cette époque. On a une reconstitution de synagogue, de mikveh de cette époque. Il y a plusieurs activités pour les enfants et ça donne une bonne image de ce à quoi ressemblait le village de Modi'in à l'époque des Maccabis. Alors pourquoi, Mathias, tu nous as amenés ici, dans cet endroit, à Kfar Maccabim? Pourquoi commencer par ce lieu? Alors ce lieu, qui fait vraiment partie de la périphérie de la Judée, hein. On n'est vraiment pas dans un endroit central, un petit village de paysans, rien de très important, et pourtant c'est dans ce lieu que va se jouer une des pages les plus glorieuses de l'histoire des Juifs en terre d'Israël. Donc cette page d'histoire, Mathias, elle commence quand? Elle commence dans les années 170 avant Jésus-Christ. À cette époque-là, Israël, c'est seulement vraiment une petite région administrative d'un énorme empire. L'empire séleucide, qui est un empire hellénique, donc de culture grecque, qui s'étend depuis la Turquie jusqu'à l'Afghanistan. Donc Israël, c'est vraiment une toute petite région sans importance. Et ici, le village de Modi'in, c'est le plus petit village d'une des plus petites régions, vraiment un endroit sans importance. La périphérie en fait. La périphérie, c'est exactement ça. Alors Mathias, qu'est-ce qui déclenche justement cette révolte qu'on appelle la révolte des Maccabim? Alors d'abord, il faut comprendre un peu quel était l'état d'esprit à cette époque. En fait, les Séleucides avaient commencé à lever de plus en plus d'impôts qui devaient être prélevés sur le trésor du temple de Jérusalem. À cette même époque, il y avait des Juifs qui acceptaient de plus en plus, qui adoptaient de plus en plus les mœurs et les coutumes des Grecs. Et il y avait aussi de plus en plus de tensions au sein du peuple juif. À quel point peut-on adopter les cultures et les coutumes des Grecs? Et en même temps, il commence à y avoir de plus en plus de tensions au niveau du temple de Jérusalem et de la grande prêtrise. Et on voit les grands prêtres de Jérusalem qui commencent à corrompre les autorités séleucides pour obtenir des postes importants dans le temple. Et on voit qu'il y a de plus en plus de troubles au niveau de la politique interne à Jérusalem entre les Juifs. Le roi séleucide de cette époque, Antiochus IV, entend parler de ces troubles, il entend parler qu'il y a des problèmes entre les prêtres de Jérusalem, et il se dit on va régler les problèmes une fois pour toutes. Jusqu'à présent, les Juifs avaient le droit d'être jugés selon la loi de leur père, selon la loi juive. Eh bien, on va leur enlever ce droit. Donc il y a un changement qui s'effectue. Il y a un changement au niveau légal qui se fait. Mais ça ne plaît pas à tout le monde, je suppose. Mais forcément. Probablement aussi que lorsque Antiochus prend cette décision, il ne réalise pas la portée de ce geste. Que ça veut dire, si on interdit l'application de la loi de Moïse, ça veut dire la fin du judaïsme, la fin du peuple. Ça va naturellement pousser les populations à se révolter. Probablement que lui-même n'avait pas réalisé ça. C'était pas quelque chose de courant chez les Grecs. Jusqu'à présent, depuis des siècles, les Grecs laissaient les Juifs se juger entre eux selon la loi de Moïse. Et donc à ce moment-là, on a de plus en plus de Juifs qui doivent fuir en fait leur ville et leur village pour continuer à pratiquer le judaïsme. Et ça crée énormément de tensions dans le pays. Alors, est-ce qu'il y a un événement spécial qui déclenche justement toute cette révolte? Alors oui, il y a un événement très très particulier qui va vraiment mettre le feu aux poudres et qui se passe justement dans ce village. Il y a un officier séleucide qui arrive dans le village, probablement pour récupérer des impôts, et qui demande aux habitants du village de faire un sacrifice à Zeus. Or, il y a un habitant qui, a priori, est prêt à le faire. Et lorsque le prêtre du village, Mattityahu, voit ça, il est choqué, il est en colère, il prend son couteau et il tue cet homme. Ses fils attrapent l'officier séleucide et le mettent à mort. Alors,
ça n'a pas été un acte réfléchi, c'est un acte C'est qui a ça. été fait, on va dire, dans l'instant, sous la colère, mais c'est l'acte fondateur de cette révolte. Bien entendu, pour les Séleucides, c'est un événement qui n'existe pas, hein. Je vous rappelle, c'est un empire qui va de la Turquie jusqu'à l'Afghanistan. Il y a un officier qui est tué ici, c'est un non-événement. Mais nous, les Juifs, nous, on se souvient comme étant le premier des... Premier acte de révolte, en fait. Exactement, le premier acte de révolte qui va mener à une grande et longue guerre contre les Séleucides et puis qui va amener à l'indépendance du pays et à la fondation d'une nouvelle dynastie, la dynastie des Maccabim, qui est l'une des plus grandes dynasties, probablement la plus grande dynastie après la dynastie de David, à avoir régné sur la terre d'Israël. Et c'est à partir de cet événement, de ce petit événement, que va s'ouvrir, comme je vous ai dit, une des pages les plus glorieuses de notre histoire. Après l'assassinat de cet officier, Matityahu et ses fils comprennent qu'ils vont être recherchés et qu'ils ont intérêt à vite sortir de leur ville. Et donc ils viennent se réfugier dans la région ici, donc on est dans les collines, à la sortie de Médine. On voit des belles vallées comme ici, la vallée des moines, avec plein de grottes qui peuvent servir de refuge. Ils viennent se réfugier dans ces grottes. Et de plus en plus de Juifs en fait, entendent parler de Matityahu, de ce qu'il a fait et de ses fils, et se disent, bah voilà, ici, si on vient se cacher dans les grottes, on pourra garder la Torah, on pourra garder la loi de Moïse. Et donc de plus en plus de Juifs viennent rejoindre les Maccabim. Et donc c'est vraiment dans cette région que va commencer à se structurer la révolte. Alors au début on parle vraiment d'actes assez petits, c'est-à-dire on a des petites attaques sur des garnisons séleucides isolées ou bien des attaques contre des Juifs qui ont collaboré avec les Séleucides. Ça reste encore vraiment à une petite échelle, mais c'est le début d'un mouvement qui va prendre de l'ampleur. Est-ce qu'il y a une bataille ou des batailles qui vont être un peu plus importantes que les autres? Alors oui, il y a une garnison séleucide qui marche sur la route de Beth Horon. Donc c'est la route qui part d'ici vers Jérusalem. C'est une route assez étroite et Yehuda décide de lancer une attaque sur eux avec une petite troupe de bons soldats. Il va les attaquer sur ce chemin, va les prendre par surprise et il va y avoir beaucoup de morts chez les Séleucides. On ne sait pas exactement, mais probablement plus d'une dizaine. En tout cas, assez de morts pour que les Séleucides prennent conscience qu'il se passe quelque chose. Jusqu'à présent, ils ont des guerres, comme je vous ai dit, du côté de l'Afghanistan, de l'Iran. C'est pas très important, mais avec cette bataille, la bataille de Beth Horon, ils prennent conscience qu'il se passe quelque chose et qu'il serait peut-être temps de régler le problème. Ils décident quand même d'envoyer un général, Nicanor, avec une armée pour se débarrasser de ces rebelles qui sont quand même une épine dans le pied des Séleucides. Alors on se trouve ici, on va dire où on se trouve exactement? Là où on se trouve, c'est une ville qui s'appelle Emmaos. À l'époque, c'était une ville hellénique, donc c'est-à-dire ce qu'on appelle une polis, une ville grecque qui s'appelait Nicopolis. Et c'est un endroit très stratégique parce qu'on est en fait juste à côté de la colline de Latroun. Donc c'est vraiment la route de Jérusalem. Voilà, la route est à 2 minutes. Hein. Exactement. Non seulement il y a la route qui passe par Kiryat Yearim, la route numéro 1 d'aujourd'hui, mais il y a aussi la route de Beth Horon, la route 443 qui passe par ici. Et donc on est vraiment à un axe, un lieu très stratégique d'où partent les deux routes qui mènent vers Jérusalem. Et c'est pour ça que Nicanor décide d'installer son camp militaire ici. Bien entendu, Yehuda Maccabi, le leader des révoltés, sait exactement où il se trouve et il décide lui-même de monter son camp à Mitzpah. Mitzpah, c'est une colline sur la route de Jérusalem qui se trouve à une quinzaine de kilomètres d'ici. On pense aujourd'hui que c'est le village de Nabi Samuel. Et il décide de réunir tous les Juifs traditionnels qui veulent se battre et se défendre contre les Séleucides à Mitzpah et qui organise une énorme cérémonie où il allume des énormes feux pour vraiment donner courage à ces Juifs qui vont se battre. Il fait amener des livres de la Torah qui avaient été profanés par les Grecs. Ils organisent des prières et ils se préparent pour la guerre. D'ici, en bas de la montagne, Nicanor voit très bien ce qui se passe là-haut. Il voit ces grands feux et il se dit, on va les prendre par surprise, on va attaquer leur camp. Et il prend ses troupes d'élite, il quitte son camp ici à Emmaos et il décide de passer par la route de Beth Horon. Il monte par ce chemin, il monte avec ses unités d'élite pour arriver jusqu'à Mitzpah. Et Juda a placé des espions, il sait que Nicanor passe par ce chemin.
il laisse quelques hommes à Mitzpah pour entretenir les feux, donner l'impression que son armée est encore là-bas, et avec le gros de ses troupes, il va prendre la deuxième route. La route justement qui passe par Kiryat Yarim, la route numéro 1, et il passe de l'autre côté. Donc pendant que Nicanor monte de ce côté, Yehuda descend de l'autre et il prend la ville de Emmaüs à revers. Et les Grecs sont pris d'assaut, sont pris par surprise aussi. Exactement. Ici, il n'y a que l'arrière-garde de l'armée séleucide. Le gros des troupes est en chemin vers Mitzpeh. Et donc, Yehuda va pouvoir tomber sur ces soldats séleucides qui ne sont pas du tout préparés. Et il va vraiment mettre le feu au camp et à la ville ici d'Emmaüs. Et comment Nicanor réagit? Comment Nicanor réagit? Faut imaginer un peu comment il réagit. Il est en train de monter pour attaquer Mitzpah. Il voit les feux de Mitzpah. Il s'attend à trouver l'armée de Yehuda là-haut. Il tourne sa tête, il regarde vers le bas de la vallée et il voit son camp qui est en train de brûler à Emmaüs. Là, ils sont pris de panique, ils essayent de reformer leur ligne, mais ils ont beaucoup de mal, surtout que les soldats grecs de cette époque, séleucides, se battent dans une formation qu'on appelle phalange, c'est-à-dire très serrés, des soldats très serrés, les uns à côté des autres, avec des longues lances, et ils ont beaucoup de mal à manœuvrer dans ces collines. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on va voir tout le long des batailles entre les Maccabim et les Séleucides, c'est que les Maccabim ont l'avantage dans les montagnes, en petite formation, en attaque, on va dire, plutôt dans un style de guérilla, alors que dans les plaines, ce sont vraiment les Séleucides avec leur formation de phalange qui ont l'avantage. Alors Mathias, après donc cette victoire des Maccabim à Emmaüs, les Grecs prennent très au sérieux en fait cette armée des Maccabim. Alors oui, forcément, après cette victoire de Yehuda à Maccabi, la donne a changé. Les Séleucides comprennent qu'ils doivent vraiment prendre cette menace au sérieux et ils décident de faire venir un de leurs meilleurs généraux, Bakrides, qui vient ici avec des forces très lourdes. Donc il amène ses phalanges, il amène des éléphants de guerre. Là on est vraiment dans la phase l'Empire contre-attaque. Ils viennent pour mater cette rébellion et Bakrides fait construire des forteresses ici dans les montagnes de Judée. Notamment ici, on voit la forteresse de Akid. Jusqu'à présent, en fait, on ne connaissait pas cet endroit. C'est vraiment il y a quelques années qu'on a découvert ces ruines et qu'on a réussi à les identifier comme étant une de ces forteresses que Bakrides fait construire ici pour mater cette rébellion. Alors, quelle est la stratégie de ce général grec? Ce général grec, il va réussir à engager les forces de Yehuda Maccabi et il arrive avec le gros de son armée et va infliger des défaites aux Maccabim. Yehuda va mourir, ensuite son frère Elazar va mourir écrasé par un éléphant de guerre et il va y avoir une sorte d'équilibre des forces, c'est-à-dire que les Juifs sont toujours plus forts dans les montagnes, dans les chemins de montagne, en guerre de guérilla, mais lorsqu'il y a une bataille dans un champ ouvert, les Séleucides ont toujours l'avantage. Et cette situation va durer comme ça pendant plusieurs années. Donc cette bataille décisive d'Emmaüs va donc ouvrir la voie à la reconquête du temple. Oui, en effet, le temple avait été désacralisé par les Séleucides. Ils avaient même placé un autel pour leur dieu Zeus. Et à partir du moment où les Maccabim reprennent le contrôle ici et ouvrent la route vers Jérusalem, ils vont pouvoir reprendre le mont du temple. Pas tout Jérusalem. Les Séleucides ont encore une grande forteresse qui s'appelle Acra à Jérusalem, qui va rester pendant encore très longtemps. Mais en tout cas, les Maccabim arrivent à reprendre le mont du temple et à purifier le temple. Donc ça va être un long travail de purification. Et puis après, ils vont faire une cérémonie de purification, de réouverture, ce qu'on appelle Chanukhat Habayit, la dédicace du temple. Et c'est une fête qui dure 8 jours et que jusqu'à aujourd'hui, nous faisons encore. Mais cette fête, en fait, c'est le début de l'indépendance d'Israël, en fait, ici. Ça symbolise la nouvelle indépendance. Après la dynastie du roi David, on a une nouvelle autorité juive indépendante qui de nouveau règne en Israël avec cette famille, la famille des Hashmonaïm, des Maccabim. Merci Mathias de nous avoir amenés sur les chemins des Maccabim. Merci, c'était un plaisir pour moi aussi. Et Chag Sameach. הלכתי לאיבוד בפרדסים של גן עדן, לבדי עם המקל, התרמיל והשעון, המון תקווה ושפע נחישות מתלוות אל